que ça, je vais même vous donner la réplique. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, on commence par des photochocs. Les photos sont effectivement macabres. Dans la Liberté de l'Est, on y distingue un pompier sortant des eaux d'une rivière, un petit garçon, bonnet rabattu sur le visage, pieds et poings liés. Cet enfant s'appelle Grégory Villemain et c'était il y a 40 ans jour pour jour, rappelle La Croix ce matin, le début de l'affaire du petit Grégory qui allait tenir en haleine toute la France, faire déraper la justice, mais aussi les médias. Il faut dire que tous les ingrédients sont alors réunis, raconte Maud Guilbault, un enfant que l'on attache et que l'on jette à l'eau, un corbeau qui envoie pendant des mois des lettres pour annoncer qu'il va passer à l'acte, puis qui, après, revendique le meurtre par téléphone et par lettre. Une sorte de huis clos familial, avec la certitude que le meurtrier est là, dans cette vallée reculée des Vosges. Pendant la dizaine d'années qui suit, plus de 3000 articles sur l'affaire paraissent. Des journalistes prennent position, bafouent la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Créent des coupables de toutes pièces. On se souvient évidemment du texte commandé par Libération à Marguerite Duras, où l'autrice de L'Amant avait décidé, sans le début de la moindre preuve, que Christine Villemain était la coupable du meurtre de son fils. Sublime, forcément sublime, Christine V était titré l'article. Conséquence de toutes ces dérives, dans plusieurs titres de la presse quotidienne régionale, dont les dernières nouvelles d'Alsace, La Voix du Nord, une charte du fait divers a été adoptée. Reste que 40 ans après les faits, si le dossier judiciaire reste ouvert, ni la justice ni la science n'ont réussi à faire émerger la vérité. 17 000 pièces à conviction dans ce dossier du petit Grégory. On passe maintenant à l'affaire Kylian Mbappé. Et sur le sujet, la presse marche sur des œufs. Prudence, c'est même le titre de l'édito de l'Équipe. Pour le moment, c'est déjà une affaire, pas encore un scandale, écrit Jean-Philippe Leclerc. En face d'accusations de viol, certains médias suédois citent le nom du joueur français alors que la procureure en charge du dossier ne l'a pas prononcé. Sublime, forcément sublime, Kylian M. Prudence, alors que la récente affaire mettant en cause deux rugbymen à Mendoza démontre que des sportifs français peuvent sérieusement déraper à l'étranger sans pour autant être des criminels, poursuit-il. La seule chose de vraiment sûre dans cette affaire, c'est que Mbappé aurait mieux fait de jouer avec les Bleus plutôt qu'avec des allumettes, fussent-elles suédoises. Y a-t-il une affaire Bruno Le Maire ? Eh bien, en tout cas, cela commence à chauffer pour l'ancien ministre des Finances. À la une de l'Opinion, la question est très directement posée. En gros titre, dérive budgétaire, Le Maire est-il coupable ? Alors, pour la réponse, vous lirez le très long papier de Marc Vigneault et François-Xavier Bourmaud, où il ressort que, oui, il est responsable, mais que la culpabilité est sans doute plus à aller chercher du côté de l'Élysée. Finalement, c'est le caricaturiste du journal CAC qui résume le mieux les choses. Son dessin montre un Emmanuel Macron très jupitérien en train de découvrir une note sur l'ampleur du déficit. « Tu aurais dû me prévenir !» lance-t-il à Bruno Le Maire sans même le regarder. « Mais je l'ai fait !» lui rétorque son ministre interloqué. « Tu aurais dû me convaincre !» lâche alors le président. Et ce président-là, vous convaincra-t-il ? Dimitri Frédéric Oudéa, patron de Sanofi, rare dans les médias, sort de son silence pour répondre au gouvernement sur la crise du Doliprane. Et il n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de voir l'État entrer au capital de l'entreprise. L'option la plus efficace, ce sont les engagements que l'on va prendre, assure-t-il. Sanofi est un acteur responsable qui a toujours pris en compte son ancrage français. En contrepoint, vous pourrez aussi lire l'interview d'Arnaud Montebourg dans le Figaro. Le gouvernement dispose des moyens juridiques qui lui permettent de bloquer un investissement étranger dans notre pays, rappelle le chantre du Made in France. Les États-Unis ne se privent pas de le faire régulièrement, explique-t-il en substance. Appliquer la réciprocité me paraît un minimum minorum vis-à-vis des États-Unis qui ne se privent jamais de comportements prédateurs sur nos entreprises. On termine avec quelque chose de positif, Olivier. Oui, parce que ça existe aussi dans la presse, ça fait du bien. Le JD News, nouvel hebdo du groupe Lagardère, nous fait faire la connaissance de la famille Le Pelletier de Glatigny. Il y a le papa, Raphaël, Armelle, la maman, qui se désolait chaque fois qu'il passait devant la chapelle de Chemazé, près d'Angers. Année après année, il voyait le bâtiment se dégrader, la végétation commençait à la recouvrir presque entièrement. Alors ils ont décidé de se retrousser les manches. Le diocèse accepte de leur céder la ruine pour 1 euro symbolique. Charge pour eux de le restaurer. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait avec leurs 4 enfants, Léopold, Augusta, Agathe et Alexis, âgés de 9 à 16 ans. Ce chantier fait partie de l'éducation que nous leur donnons, explique le papa à Kevin Tanguy. Nous voulions montrer à nos enfants qu'un projet qui paraît irréalisable ne l'est pas forcément et qu'avec du travail et de la volonté, nous pouvons y arriver. Voilà.
la famille Le Pelletier de Glatigny dans le JD News. Sublime. Forcément sublime. Oui, paraît-il, selon une étude de Harvard, que les enfants à qui l'on confie des petites tâches ménagères, les tâches les plus ingrates, sont ceux qui réussissent le mieux dans la vie. Voilà, c'est une belle tâche ingrate auxquelles ils ont soumis leurs enfants, cette famille. Comment vous les appelez? Le Pelletier de Glatigny. On les embrasse. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.